Bonsoir à tous, bienvenue dans À la Une sur Géopolis Télévision avec au sommaire un seul titre, la levée d'interdiction d'accès de femmes enceintes ou bien les filles enceintes au milieu dans les milieux scolaires. La décision est tombée à travers une note circulaire signée le lundi 14 juillet 2025 que le ministère de l'Éducation nationale à travers le secrétaire général de ce ministère dirigé par Madame Raissa Malou a ordonné le maintien de filles enceintes dans les établissements scolaires de la République démocratique du Congo. Une décision visant à garantir l'accès au système éducatif dans le cadre d'une éducation inclusive et de l'égalité de genre en République démocratique du Congo. D'après la note de l'autorité de tutelle, rien ne justifie l'exclusion de filles enceintes au système éducatif de lors qu'elle n'a pas manifesté l'intérêt de quitter l'école conformément aux engagements nationaux et internationaux en faveur de l'éducation inclusive et l'égalité de genre. C'est comme ça que les autorités ont motivé cette décision qui a fait couler encre et salive à travers le pays. Et peu d'experts se sont exprimés sur la question, alors qu'en la RDC, on compte des millions, pourquoi des centaines plutôt. Et parmi ces experts, nous avons un qui a pignon sur rue, le président de la Lisadel, le président du conseil d'administration de la Lisadel, que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau. Il s'agit de Joseph Godé KMB. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Alors, ça faisait très longtemps que vous travaillez sur ces thématiques-là. J'étais en train de dire la motivation du gouvernement, c'est justement d'œuvrer pour l'inclusion scolaire de filles qui sont souvent marginalisées. Comment avez-vous accueilli en tant qu'acteur de la société civile spécialisée dans ce secteur de l'éducation cette décision de l'autorité publique? Cette décision, nous l'avons très mal accueillie. Nous l'avons très mal accueillie. Pour nous, c'est un scandale que les responsables politiques se réunissent pour prendre une décision aussi impopulaire qui va à l'encontre de nos mœurs et coutumes, qui va même à l'encontre des droits de l'enfant. Je pense que la Lisadel travaille depuis 30 ans sur la question de la protection des droits des enfants. Mais nous ne sommes jamais imaginés à aucun moment qu'on pouvait travailler à l'encontre de l'enfant. Lorsqu'on décide que cet enfant qui est grosse, effectivement, qui tombe grosse, une fillette, 12, 13, 14, 15 ans, c'est une victime. En tant que telle, elle doit être traitée comme victime. En tant que victime, elle a besoin de la protection de sa personnalité. Elle a besoin de protéger son image. La raison pour laquelle il y a le principe directeur qui existe pour la question, pour ceux qui accompagnent les enfants victimes de violences sexuelles, surtout les filles. On doit pouvoir fermer le visage, empêcher que l'opinion, les gens se fassent l'opinion sur la personne. Et c'est ce que vous verrez lorsque il faut filmer une petite fille qui a subi les violences sexuelles. On prend des dispositions pour ne pas montrer son image, son visage. Et ça, c'est le principe directeur qui régit les accompagnateurs des enfants qui sont victimes de violences. Lorsqu'on permet à ce que cet enfant qui est grosse, qui est victime de violences sexuelles, elle est victime de violences sexuelles, puisse aller à l'école, c'est qu'on l'expose à la clameur publique, on l'expose au mépris de la population, on expose même son avenir. C'est que cet enfant-là, on ne tient pas compte de son avenir, parce que déjà, c'est toute sa génération qui va la déconsidérer, qui va considérer que ce n'est pas une fille correcte. Ça aura de l'impact sur son avenir. Et la raison pour laquelle, lorsque cette décision a été prise, nous avons dit que c'est une décision irresponsable. On ne pouvait pas se permettre, les grandes personnes se réunir, décider de détruire la petite fille
qui est enceinte par hasard. Alors, par contre, oui. nous pensions comme les autres nations civilisées, que lorsque la fille tombe grosse dans les nations civilisées, on le met à la disposition des assistants sociaux. Cet enfant ne fréquente pas l'école jusqu'à l'accouchement. Quand il a accouché, on le remet dans le système. C'est dans son intérêt. Donc, il n'y a aucun intérêt pour l'enfant grosse de s'exposer. Parce qu'il est enfant, il est censé ne pas faire le rapport sexuel. Étant donné aussi que la loi portant protection de l'enfant interdit aux enfants de faire le rapport sexuel. Déjà, c'est un scandale. Il fallait absolument prendre des mesures pour la protéger. Alors que, donc, de votre point de vue, la décision, c'est au niveau de la stigmatisation donc, à laquelle est exposée la jeune fille enceinte qui justifierait justement l'exclusion. Et même si cela va à l'encontre justement de la loi cadre du 11 février 2014 de l'enseignement national qui garantit l'accès universel à l'éducation à tout le monde. L'accès universel. L'accès universel, ça veut dire que tous les enfants doivent accéder à l'éducation. Tous les enfants, sans exception, doivent accéder à l'éducation. C'est ça la vision de ceux qui ont élaboré cette disposition. Mais cette disposition, pour l'intérêt supérieur de l'enfant, tout ce que l'on fait, c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'enfant a quel intérêt? Qu'il puisse être exposé au mépris. Mais d'autant plus que l'enfant, il a quel intérêt? D'autant plus qu'elle n'a pas exprimé justement ses refus. Elle n'a pas refusé. C'est un enfant. Pourquoi on l'appelle enfant? Parce que c'est un enfant, il n'a pas la maturité de juger. La raison pour laquelle il a été engrossé. Parce qu'il n'a pas la maturité. Il n'a pas la maturité. C'est nous les responsables, nous les parents, qui devons la protéger, prendre des mesures pour sa protection. Parce que nous avons pas l'avenir. Sa vie ne s'arrête pas à la grossesse. Il a de l'avenir à préparer. Donc on prend des dispositions pour ne pas l'exposer, pour ne pas détruire son avenir. Voilà pourquoi, au niveau des gens qui ont réfléchi aux Nations Unies, on a prévu le mécanisme pour accompagner toutes les filles qui tombent grosses pendant le parcours. Une enfant qui tombe grosse avant 18 ans, c'est une enfant. Cet enfant a besoin de la protection de sa personnalité. Il a besoin d'être protégé pour éviter qu'il soit indexé au niveau de la communauté. Parce que c'est sa génération, les garçons qui la voient, les filles qui la voient, en train d'évoluer avec la grossesse à l'école, d'abord c'est moque d'elle. Et lorsque cet enfant, même quand il va finir les études, après les études, il doit se marier. Tout ça, on doit prévenir tout ça, prévenir la fille à ne pas connaître la situation qui va pouvoir détruire son avenir. Alors, dans une déclaration, en fait, je crois le 16 février, le 16 juillet, donc 2 jours après la signature de cette déclaration, de cette circulaire, il y a une ONG très connue aussi dans le secteur de l'éducation, la CONEP, Coalition pour l'éducation pour tous, estime que cette décision vient justement mettre fin à la discrimination, à l'exclusion. C'est une avancée majeure en faveur de l'éducation inclusive et à la l'égalité des chances. Elle incarne le courage politique, la responsabilité sociale et une vision transformatrice de l'école congolaise. Donc, ce n'est pas votre point de vue. Nous sommes membres de CONEP. CONEP, c'est un collectif des ONG. La liste a des membres des collectifs de CONEP. Ouais. CONEP ne s'occupe pas des droits de l'enfant. CONEP s'occupe de l'éducation, de l'accès des enfants à l'éducation. La liste a travaillé sur la question des droits des enfants. Ici, l'accompagnement des enfants victimes de violences. Ça fait 30 ans que je m'occupe de ça. C'est le travail que je fais. Et CONEP, il prend une décision, il prend cette mesure au regard des engagements de l'État congolais à rendre l'enseignement accessible à tous les enfants. Mais moi, je prends cette décision en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qui concerne sa protection. Donc, elle ne tient pas compte de ça. Et lorsque il encourage ça, il ne tient pas compte qu'au niveau international, même au niveau international, il n'existe aucun pays au monde où on prend une fillette qui tombe grosse et qu'on la laisse se balader sur la route pour aller à l'école. Ça n'existe pas. Je vérifie même en France. Je pose la question à nos compatriotes qui sont en France et qui ont grandi en France, qui sont en France, qui ont grandi en France, qui ont des enfants en France. Ça n'existe pas. C'est une décision exceptionnelle que pour les Congos. Il n'y a qu'au Congolais, au Congo, on veut faire l'expérience des politiques internationales. Vous savez que
nous sommes, le Congo, notre pays est tombé à cause de vouloir faire des choses qui ne répondent pas à nos besoins. Jetons l'exemple. Le Congo a décidé de mettre fin à la peine de mort. Dans un pays comme le nôtre, il y a nos amis compatriotes qui sont les ONG de droits de l'homme qui ont mené la campagne pour qu'on mette fin à cette disposition des lois qui donne le pouvoir à l'État d'appliquer la peine de mort. Dans un pays où les individus se promènent avec des machettes, dans un pays où les individus, où il y a des gangsters qui enlèvent les femmes, qui les tuent et qui les violent. Et c'est dans ce pays-là où les gens vont faire la campagne parce qu'on a donné l'argent pour mener cette campagne par la communauté internationale. Et quand vous êtes dans beaucoup de pays où les gens sont civilisés, cette peine-là continue à être exécutée. Parce que s'il n'y en a pas, aux États-Unis d'Amérique, cette peine existe, le pays qui est développé, qui a tous les mécanismes, ça existe. Et dans ce même pays ici, il y a nos compatriotes qui ont mis la campagne pour lutter contre l'autorisation maritale. C'est intégré dans les textes de loi. Tu sais combien il y a de divorces aujourd'hui? Combien il y a de divorces? Tout ça sont des choses qu'on prend à la légère. Parce qu'on voudrait faire plaisir à l'Occident. On voudrait faire plaisir aux gens aux techniciens qui sont mis à réfléchir sur les textes, mais qui n'ont pas vu l'impact de cette disposition des lois sur la communauté, sur l'avenir des nations. Qu'est-ce qu'il fallait faire? L'autorité maritale, il fallait faire quoi? Pour ce qui concerne la question de l'enfant, et je crois que c'est la chose la plus simple, nous sommes incapables de mettre sur place un centre de rééducation des enfants. Ça n'existe pas. C'est ces centres où on trouvait des psychologues pour accompagner ces genres de filles qui tombent grosses, l'accompagner sur le plan psychologique et pour sa réinsertion sociale. Et quand il aura fini d'accoucher, on le réintègre à l'école après l'avoir suivi. Ce mécanisme n'existe pas au Congo. Mais on prend le courage de lui dire que l'enfant doit pouvoir aller à l'école au détriment de l'intérêt des autres enfants. Parce qu'en fait, c'est comme si on encourage les autres filles de pouvoir aller tout simplement se faire engrosser parce que la fille qui est grosse, lorsqu'elle va à l'école, elle partage son expérience sexuelle avec les autres enfants et il y a un fait de contagion. Et vous verrez beaucoup de filles se retrouvent avec des grossesses à l'école, mais et ça va faire quel spectacle? Et pendant ces temps, il y a certains acteurs de la société civile aussi, des autorités politiques que j'ai réussi sur ce plateau au sujet de cette question. Ils estiment que finalement, le fait de refuser à ses enfants d'accéder à l'école, pendant que l'engrosseur, lui, permettez l'expression, lui n'est pas sanctionné. La plupart des cas, peut-être ça peut être un adulte, c'est pas forcément les élèves. Est-ce que c'est pas une forme de discrimination tout simplement? Dans les écoles sérieuses, en principe, la loi sur la violence sexuelle, la loi portant protection de l'enfant, interdit aux enfants d'utiliser leur sexe avant 18 ans dans notre pays. Et lorsque un garçon viole une fille, la loi prévoit qu'il a fait un manquement. Cet enfant devrait être mis en principe. Il ne veut pas continuer à l'école là. Cet enfant devait être pris, envoyé dans un centre de rééducation. Et dans ce centre de rééducation, il devait y avoir l'école où il devait continuer. Mais pas continuer dans le... Et bon, c'est aussi une sanction. Lorsque l'enfant, on l'enlève dans son milieu naturel pour l'amener dans un centre de rééducation, l'enfant qui a violé notre enfant, on la met dans un centre de rééducation, on dirait qu'on est en train de lui donner la leçon de ne pas répéter la même chose. Mais lorsqu'il a violé la fille et qu'on continue à la garder à l'école, comme chez nous ici, c'est-à-dire qu'on est en train de le favoriser ou demander aux autres garçons de continuer à détruire les autres filles. Donc voilà pourquoi, dans les écoles sérieuses, comme chez les catholiques, lorsqu'on apprend qu'un garçon a engrossé une fille, et la fille est hors système. Tout simplement parce qu'il faut éviter la contamination des autres enfants, et éviter que ces choses arrivent. Regardez ce qui se passe dans des pays civilisés. Nous sommes en train de vouloir faire les choses comme les gens civilisés pendant que nous sommes encore sauvages. Voici ce qui se passe dans les pays civilisés. Lorsque vous êtes dans le pays du Moyen-Orient, que ce soit en Israël, que ce soit dans d'autres pays, en Chine, au Japon, les enfants travaillent énormément. On dit aux enfants, jusqu'à 24 ans, quand tu vas découvrir le sexe
sinon ça va t'embrouiller. Il y a l'université d'Harvard. Lorsque vous êtes étudiant à l'université d'Harvard, il est interdit de vous accoupler. Parce que c'est là-bas, c'est un lieu de formation. L'enfant, quand il est à l'école, c'est pour la formation. Ce n'est pas pour le sexe. Quand il ne sait pas mettre la différence entre l'usage de son sexe, à ce moment où il est en train d'être formé, et les études, cet enfant est censé pouvoir être mis dans un centre de rééducation pour qu'il comprenne, qu'il ait conscience que ce qu'il est en train de faire, non seulement ça le détruit lui-même, et ça détruit la communauté. Voilà pourquoi, au niveau de la Lisadel, qui travaille sur la question de la protection de l'enfant. C'est justement notre question. Quelle est la responsabilité maintenant de la société civile que vous êtes pour accompagner justement ces plaidoyers-là, d'autant plus que l'État venait justement de faire le premier pas, parce que ça est autorisé. Comment il faut prendre l'État n'a pas fait le premier pas, il a détruit. Ça, c'est une mesure impopulaire. Je suis d'accord avec les prêtres catholiques, je suis d'accord avec les catholiques et les protestants pour que cette mesure ne s'applique pas. Parce que c'est au détriment de l'intérêt de l'enfant. C'est une décision qui a été prise, mais les écoles ont rejeté, et je suis d'accord avec eux. Les grandes églises, les grandes écoles ont rejeté, parce que ça va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Tout ce que moi je peux demander à l'État congolais, c'est de commencer par le commencement. Il va commencer par créer les centres d'éducation, de l'éducation des enfants. Ce centre, quand ça va exister, lorsque l'enfant la fille tombe grosse, on l'envoie dans un centre d'éducation. Si peut-être ils veulent que cet enfant continue à ce centre, il peut continuer. Mais au moins, il sera éloigné des autres enfants pour qu'il n'y ait pas d'effet de contagion. Alors, Jacques Tchimbalanga, avec qui j'ai échangé dans les cadres de la préparation de cette émission, il devait être avec nous, mais il s'est excusé en dernière minute. Il dit ceci, que refuser à un enfant qui est enceinte d'accéder à l'école, c'est la punir pour la deuxième fois, parce que cet enfant, il mérite protection dans les milieux pour qu'il ne soit pas stigmatisé. Il faut le faire. Apparemment, vous n'avez pas c'est mon point de vue. Vous savez, il y a un problème au Congo. Nous sommes trop légers. On prend les choses de manière la plus simpliste et trop léger. C'est tout un avenir de la nation. Tu sais qu'on prend toutes ces décisions qu'on prend là. On est en train de détruire petit à petit l'avenir de la nation. Il n'y a aucune nation qui se développe avec le sexe. Toutes les nations qui se développent, les enfants qui avancent, même les grands bouquineurs, les grandes personnalités que vous voyez aujourd'hui, ils ont passé le temps, ils ont pris le sexe de côté, ils sont préoccupés des études. Quand les études sont finies, ils sont mariés. Mais chez nous ici, on permet n'importe quoi. Vous savez que nous avons dans les soucis de protéger une enfant qui est grosse. En même temps, on est en train de détruire les autres filles qui fréquentent l'école. Donc quel est l'intérêt de l'État à pouvoir se retrouver dans une école avec une vingtaine d'enfants, avec des grossesses, en train de vomir sur la route, en train de vomir en classe. Et vous savez qu'une fille, quand elle est déjà grosse, d'abord il y a tout ce qu'il y a une femme quand elle est grosse, les premiers mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, cette personne n'est pas dans la disposition de se concentrer pour étudier. Et comment on va même de ce côté pour étudier, même quand il va étudier, il aura quel diplôme, parce qu'il n'a pas le temps d'étudier, et il est préoccupé par sa santé. Donc tout ça, pourquoi on ne tient pas compte de tout ça? On est en train de faire des choses comme si nous sommes un seul peuple sur la planète, et pourtant, il y a beaucoup de pays où il y a des enfants, où la société, les gens se réunissent en tenant compte de tous ces préalables pour conditionner les enfants à pouvoir étudier. Vous donnez quel exemple lorsque vous autorisez une fillette qui est grosse à l'école? C'est que vous obligez tous les autres enfants de continuer à utiliser leur sexe. Et pourtant, la loi interdit aux enfants d'utiliser leur sexe. Et que diriez-vous de la loi sur la protection de l'enfant du 15 juillet 2016 qui justement encourage l'inclusion éducative pour tous les enfants? L'inclusion éducative, ce n'est pas dire que on refuse de cet enfant dans l'école. Cet enfant, quand il tombe grosse, c'est ce que j'ai dit, on doit la mettre en dehors du système pour pouvoir accoucher, c'est la protéger. Et cet enfant, quand il aura fini, l'inclusion, c'est que vous ne pouvez pas lui refuser de continuer les études. Quand il aura fini son travail, on le remet à l'école. C'est tout à fait normal. Mais le cas exceptionnel, ce qui arrive à la fille, c'est quelque chose qui n'a pas voulu. C'est arrivé par elle-même se demande comment je suis tombée grosse. Elle-même était très inquiète de ce qui lui arrive. Et vous la mettez encore dans les conditions où il doit s'exposer sur la place publique. Moi, je vois qu'il y a un problème.
Alors, et s'il y a quelques filles qui sont courageuses, mais la majorité des filles, lorsqu'elles tombent grosse, elles cherchent à se débarrasser de la grossesse parce que ce n'est pas à son âge. Et alors, il faut, quand vous lui permettez d'aller à l'école avec la grossesse, c'est que vous banalisez même l'acte sexuel et vous autorisez aux autres enfants de pouvoir y aller. Voilà pourquoi nous disons que cet acte, accepter d'amener l'enfant à l'école, c'est lutter, travailler contre l'enfant et aussi accepter que les autres enfants puissent pouvoir continuer à utiliser leur sexe pendant qu'ils sont des enfants. Ils sont censés être protégés. Nous sommes en Afrique, la culture africaine doit être protégée. Alors, pendant ces temps, la RDC qui poursuit ses objectifs dans le cadre de la matérialisation, de la gratuité de l'enseignement au primaire, voudrait étendre ce système jusqu'à l'université. On parle de plus ou moins 4 à 6 millions d'enfants qui ont rejoint les chemins de l'école. Et certaines autorités justifieraient cette décision par la nécessité justement d'accompagner d'une façon pour toutes, une fois pour toutes, justement, cette évolution dans ces secteurs-là de l'éducation pour tous. Je crois que le président a fait la bonne volonté. Il a la bonne volonté, la détermination de prendre l'enseignement primaire, secondaire, universitaire en charge. C'est la volonté qu'il a eue. Mais dans l'effectivité, dans la mise en œuvre, il n'a pas trouvé les acteurs qui pouvaient l'accompagner jusqu'à présent. Et toutes les personnes qui ont travaillé sur l'accès des enfants à l'école fondamentale, toutes ces personnes ont bricolé, ont fait du n'importe quoi. Aujourd'hui, je vous informe que s'il n'y a pas la loi de mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement fondamental, après le régime de Félix, la gratuité disparaît. Parce que c'est lui qui tient. Et ça doit être une loi qui doit accompagner cette gratuité. Et donc, tant qu'il n'y a pas la loi et que n'a pas tenu compte des engagements que l'État a pris avec les syndicalistes pour que chaque enseignant puisse avoir au moins $200, si on ne tient pas compte de ça, et s'il n'y a pas la loi de mise en œuvre de la gratuité, je crois qu'après le pouvoir de Félix, ça va tomber. Parce qu'il s'est retrouvé sur la route, sur la voie. Alors, il y a eu beaucoup d'opposants, il y a des églises catholiques qui n'ont pas intégré ça. Et les gens sont plus préoccupés par leurs intérêts personnels que le problème de l'éducation des enfants. Ça fait qu'aujourd'hui, nous retrouvons... Donc, il faut une loi qui accompagne la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous évoluons comment? Donc, c'est une disposition constitutionnelle, mais qui n'est pas accompagnée par une loi spécifique. Il faut une loi de mise en œuvre. C'est une disposition constitutionnelle, mais il faut une loi de mise en œuvre qui le rend obligatoire. Qui détaille les éléments, tout ça, la manière Cette loi-là qui va permettre à ce que la gratuité soit consacrée. Que personne ne puisse se retirer, dire non, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi nous ne sommes pas dedans. Tout ce qui est école catholique conventionnée, école de l'État, puisse accepter de mettre en œuvre cette gratuité. Alors, on va vers la fin justement de cet entretien, on revient sur cette décision d'autoriser l'accès des enfants à l'école. On nous parlait aussi de cette correspondance, je l'ai eu avec un conseiller du ministre du genre qui me dit que la commission, le gouvernement a travaillé avec un certain nombre d'acteurs aujourd'hui. Au niveau, il y a une commission intergouvernementale qui travaille, interministérielle plutôt, qui travaille pour tenter de trouver des mesures d'application de cette loi et cette décision, de cette circulaire-là qui a été signée par le secrétaire général. Est-ce que vous pensez que c'est l'occasion d'intégrer ce que vous dites ici pour voir comment est-ce que ça va être opérationnel? Je crois que moi, je travaille pour la République. Je travaille pour l'intérêt et l'avenir. Moi, je vois loin. Les gens ont commencé à parler de la gratuité aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à parler de l'accès des petits enfants, quand j'étais encore en première graduat, en 81. En 84, lorsque l'État congolais entre en programme d'action structurelle avec la Banque mondiale, où il met fin à la prise en charge de l'éducation, j'ai commencé mon combat déjà en 84. Donc, ça veut dire que nous luttons pour ça. Mais nous devons tenir compte que ce pays-ci doit avoir des valeurs. Il y a des valeurs qui doivent être préservées pour que la situation, les gens qui sont formés deviennent des responsables. Si on ne sait pas tenir compte des valeurs, en tenant compte de notre culture, dans tout ce que nous faisons, nous sommes allés en tête tout droit vers l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que le niveau d'enfant, l'enfant, même si une fille intelligente en classe, lorsqu'il commence à être embrouillé par les garçons avec le sexe, l'enfant perd le contrôle. Alors si on doit permettre maintenant que l'usage de sexe devient officiel, que les enfants doivent commencer à considérer que le niveau va baisser davantage. Et les enfants qui n'ont pas encore goûté au sexe, qui sont encore tout jeunes, lorsqu'ils entrent dans les affaires de sexe, ils perdent le contrôle. Et même les enfants même fuient la maison. Ils vont se retrouver, ils croient que c'est la fin du monde. Mais si nous continuons, nous les responsables, nous favorisons ça,
en disant aux enfants qui sont grosses que ce n'est pas un problème, vous pouvez continuer les études, en banalisant ça. On est en train de banaliser, on est en train de lutter contre l'avenir de nos enfants. Et voilà pourquoi je me battrai toujours pour qu'il n'y ait pas le dérapage du gouvernement, pour que l'État ne puisse pas prendre n'importe quelle mesure. S'il le prend, nous allons toujours prendre des décisions. Est-ce que ces travaux en commission sont l'occasion justement pour vous d'exposer un certain nombre de choses? Oui, si nous sommes associés à ça, nous allons en parler, mais je crois que comme nous allons parler, demander à l'État de revoir cette décision du secrétaire général et de revenir au bon sens pour qu'on mette en place le mécanisme pour encadrer les enfants qui sont grosses et permettre à ceux qui, après les études, qu'ils puissent regagner l'école. Mais pas lui permettre d'aller à l'école avec sa grossesse pour qu'il soit un mauvais exemple pour les autres enfants. Alors, cela nécessite également, comme on le dit, la contribution des acteurs de la société civile que vous êtes dans les secteurs de l'éducation. Ça serait quoi, au-delà du fait que vous avez proposé qu'il faut des centres d'encadrement et la société civile en termes de plaidoyer, ça serait quoi? Nous allons proposer à l'État, d'abord, au lieu de commencer par la fin, il doit commencer par le commencement. La loi portant protection de l'enfant prévoit de mettre en place les centres de l'éducation des enfants. Les enfants qui sont en conflit avec la loi devraient être encadrés dans ces centres-là. Et dans ces centres, on devrait y avoir des écoles, parce que les enfants qui sont en conflit avec l'État, qui a par exemple violé notre enfant, devraient aller vivre dans ce centre de l'éducation où il doit trouver une école pour continuer, pour ne pas l'empêcher de continuer les études. Et c'est une façon de sanctionner pour le corriger. Parce que quand on prend l'enfant qui a violé notre enfant, on le met dans un centre de rééducation, il se sent reprimé, il se sent être condamné pour qu'il ne puisse pas poser les mêmes actes, pour que les autres enfants de sa génération ne posent pas les mêmes actes. Mais si on continue à le laisser évoluer dans l'école où il a engrossé l'enfant, je vois que c'est injuste à ce moment-là. Voilà pourquoi les gens disent pourquoi on doit pouvoir laisser les garçons qui ont engrossé, laisser la fille qui a été, punir la fille qui a été violée. La fille, effectivement, il est une victime, elle doit pouvoir accoucher, reprendre les études. Mais les garçons qui a violé notre enfant doivent être sanctionnés parce que c'est un manquement par rapport à la disposition de la loi qui interdit aux enfants de pouvoir utiliser leur sexe avant 18 ans. Alors, on va terminer avec cette question d'actualité, ce sujet de la publication imminente des résultats de l'examen d'État, édition 2024-2025. Semble-t-il que les premiers résultats sont tombés et on ne dévoilera pas ici pour ne pas faire la publicité du réseau qui travaille. Alors, aujourd'hui, on dit qu'on était autour d'1,5 million enfants qui ont participé à cet examen d'État, à ces examens d'État, et finalement le gouvernement s'organise pour qu'avec la contribution des réseaux de télécommunications, de pouvoir faciliter l'accès aux résultats les plus facilement possible. Mais on parle aussi de choses à corriger dans ces secteurs. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, dans ces secteurs, quel est votre point de vue? Vous savez, notre système éducatif a beaucoup de problèmes. J'ai l'impression qu'on travaille pour avoir des diplômes. On étudie pour avoir des diplômes. On appelle ça système éducatif. Le système éducatif où il y a la formation de la personne qui doit pouvoir, lorsqu'on fait les études, être utile pour la République. Tous ces enfants qui terminent avec des gros diplômes, des licences, ils ont même ma licence, même en graduat, ça donne quel sens? Aujourd'hui, le diplôme n'a pas de sens parce que la personne qui termine, même s'il a fini l'université, le fait que le système en soi n'a pas donné un contenu spécifique susceptible de former la personne à être utile pour la République, on aura perdu le temps. Donc notre système éducatif a de lacunes extraordinaires. Il forme des monstres, des gens qui parlent français, qui écrivent des histoires, mais qui ne sont pas utiles pour la République. C'est-à-dire qu'une personne qui écrit bien, qui parle, mais lorsqu'on le met en fonction, il pense à lui-même. Il faut changer notre système. Il faut refonder le système pour que le système réponde aux besoins du pays. Le pays a besoin des gens qui travaillent pour la République, mais qui ne travaillent pas pour eux-mêmes. Aujourd'hui, tout ce que nous avons comme les gens formés travaillent pour eux-mêmes. Ça fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un devient ministre, il croit que d'abord c'est une occasion pour s'enrichir au détriment du pays. Donc, notre système doit être fondé. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du théâtre. Ça ne va nous amener pas. D'ici 10 ans, si on n'a pas changé de système, 15 ans, 20 ans, nous allons perdre ce pays-ci. Si le système éducatif n'a pas changé, pour lui donner des objectifs clairs de formation, de maternelle,
jusqu'à l'université. Avec le système que nous avons ici, d'ici 20 ans, le pays ici va disparaître. Donc nos enfants sont des esclaves, des étrangers, parce qu'ils vont vendre le pays pour avoir de l'argent. Mais pendant ce temps, il y a les résultats qui continuent à tomber. On a publié pour 3 ou 4 provinces. Et finalement, on estime qu'il y a, selon un député, un rapport d'un député national, qui dit que les enfants n'ont pas toujours des bulletins depuis 2021 et ça pose problème. Comment est-ce qu'on doit s'occuper, aller à l'université quand on n'a déjà pas de diplôme et comment on passe de promotion? Je crois qu'il y a eu un problème de planification de la part de Madame la ministre. Je crois que ce pays ne tourne pas bien. Parce qu'on on met des mécanismes pour parler de marché, pour parler de marché. Il y a des mécanismes pour pouvoir accéder à ce marché-là. Il y a le ministère qui devait publier la proposition de marché. Il l'a fait, mais malheureusement, il s'est fait que l'entreprise qui avait gagné le marché, lorsque le dossier est monté au niveau des personnes qui devaient valider le marché, ils l'ont retourné pour recommencer. Donc en fait, les procédures au Congo, même pour les choses essentielles, les choses qui ne sont pas essentielles, on veut utiliser des procédures biaisées. Même ces procédures-là, même quand on dit aujourd'hui, marché des guerres à gré, marché, tout ça, c'est du théâtre. Parce que d'avance, on sait à qui on va donner le marché. On passe la procédure pour distraire les gens. Même quand nous faisons même les appels d'offres, d'avance, on sait qui va gagner le marché. Mais on fait du théâtre pour les formalités. Mais toutes ces formalités n'avancent pas notre pays. Ce pays, ça a besoin qu'on décide le matin, on dit, cette entreprise a fait mon travail. Et les chinoises, et les françaises, et l'américaine, qui fassent la route. Plutôt que perdre le temps avec le marché. Aujourd'hui, les enfants n'auront pas le bulletin. Non pas parce que la ministre n'a pas fait son travail. Elle a fait son travail. Mais les procédures, longues procédures, doivent empêcher d'avoir le bulletin à temps. C'est ridicule. On se retrouve aujourd'hui en difficulté de pouvoir donner aux enfants des bulletins. Donc c'est l'affaire, c'est pas l'affaire de Madame la ministre, c'est l'affaire des procédures qui sont longues et coûteuses pour rien. Merci beaucoup Joseph Godet Kayembe, président du conseil d'administration de la Ligue de la zone Afrique, pour la défense des droits des enfants et des élèves. Là que ça faisait très longtemps que j'ai prononcé ces mots, la Lisadel, connue en tout cas sous son abrégé, la Lisadel. Merci d'avoir accepté notre invitation. À la une se termine ici. Les faiblesses et les atouts de la décision des autorités congolaises de pouvoir justement revenir sur l'accès de filles enceintes dans les milieux scolaires. L'expert a parlé que c'est une décision qui ne ferait pas avancer le pays parce que ça expose les enfants à la stigmatisation et au mépris de leurs collègues et de la société. Il faudrait plutôt former des centres d'encadrement qui permettraient justement de prendre en charge la prise en charge des enfants et des filles enceintes. C'est une décision qui, je rappelle, est encore en étude également au niveau du gouvernement où une commission a été mise en place pour tenter de comprendre les mesures d'application de cette décision. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de la Une. Restez branchés à l'écoute, à regarder plutôt Géopolis Télévision. L'émission a été réalisée par Serge Kaniki avec la supervision de Eli Kabea, il est pasteur, et aussi de Giscard Tamba qui m'ont assisté avec la caméra. Merci à toute l'équipe. Merci à William Albert Kalengai, là où vous êtes, pour la coordination générale. Thank you.